Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, plusieurs petites choses à dire. D'abord, quelques petits éléments, on va dire, techniques. Je tiens à préciser, parce que bon, je dois le redire régulièrement, quand je parle d'un sujet ou d'un autre, je ne parle pas automatiquement de ma vie privée. Les gens croient, tu parles de ton expérience, tu parles de toi, tu parles de chez toi. Absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, j'évite beaucoup. Avant, j'avais un peu cette tendance à tout mélanger, etc. J'évite beaucoup de centraliser sur moi, de ma façon de voir. J'essaie en fait de capter la vie des autres, les expériences des autres, et parfois de gens qui sont pas musulmans, que je côtoie, parce que l'humain, c'est l'humain. Donc, je m'inspire de tout le monde, de partout. Ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être une anecdote d'une connaissance à moi, ça peut être plein de choses. Donc, ne pensez pas, ce serait une erreur, en fait, de penser tout ce qu'il dit à propos de l'homme, de la femme, du couple, du divorce, du mariage, c'est lui. Non, moi j'ai ma propre histoire qui m'est spécifique. Et puis il y a plein d'autres cas dont j'évoque et dont je m'inspire, qui ont parfois en partie à voir avec moi ou pas du tout, ou l'opposé, mais ça existe. Ça existe. Donc voilà, je tenais à préciser ça. Ok. Deuxième point. À nouveau, sorte de conflit sur Twitter. Bon, de quoi il s'agit? C'est assez simple. Il y a, c'est monnaie courante en fait d'entendre, de lire que des Maghrébins accusent les convertis de s'être convertis à l'islam parce qu'ils voulaient épouser une Maghrébine. Je lis ça souvent, j'entends ça souvent. Et à la fin, je suis désolé, ça devient de la calomnie. Bon. Alors moi, évidemment, quand je me sens un peu comme ça titillé, en plus c'était un Twitter qui ne me visait pas. C'était un certain Le Gaulois, je ne sais pas quoi, bon, qui est sur Twitter et qui est dans ma liste. Je voyais quelqu'un qui lui dit ça. Oui, mais vous, on vous connaît, vous êtes venus à l'islam pour nos femmes, laissez nos femmes tranquilles, ce sont des diamants, je ne sais pas quoi. Un truc du genre, quoi. Bon. Voilà, moi je suis un peu, j'ai un côté provocateur, j'ai un côté réactionnaire, on va dire. Alors bon, peut-être c'est excessif, mais enfin c'était pour remettre les choses au centre. J'ai dit, écoutez, la plupart de vos femmes, c'est des sorcières qui ne rêvent que d'un penthouse à Dubaï et de faire une fête de mariage avec DJ Abdel. Gardez-les vos diamants. Puis après j'ai mis des liens vers des interviews de Marwa Loud et compagnie. Pour dire, ça suffit en fait de nous dire tout le temps que nos femmes nous font fantasmer, qu'on s'intéresse à l'islam pour ça. Dans mon cas et dans le cas de beaucoup de convertis que je connais, c'est absolument pas le cas. D'ailleurs, ils aimeraient bien. Je connais des métis, je connais des Sénégalais, je connais des gens de comment je vais dire, proches des, comment on l'appelle, la Daghestan, Tchétchénie, etc. Ils cherchent des musulmanes, pas spécialement maghrébines, mais il se fait, c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre, il se fait que la vaste majorité des musulmans qui sont en France sont des gens d'origine algérienne ou subsaharienne, et en Belgique, c'est marocain et turc. Point. C'est comme ça. Donc évidemment, quand on parle des Maghrébins, quand on parle de... ça vise les gens majoritaires, et quand des convertis veulent se marier, ben, ils se retrouvent en général face à 90% des gens originaires de ces pays-là. Parce que moi je l'ai souvent dit, dans ma vie, j'ai fait plein de rencontres de mariage et d'histoires, etc. dans le passé. J'ai pas vraiment souvenir de ne jamais avoir eu une muqabala avec une convertie. Parce qu'on dit, restez entre vous, machin. Ben, t'as beaucoup de gens, ils n'ont rien contre, ils sont pas opposés à ça.
sont pas dans l'islam pour une question de maghrébine et tout, mais il se fait que, tu peux pas commander des choses préfabriquées ou je sais pas quoi. Donc voilà, bon. Alors de là, on est reparti, tu vois, c'est un raciste, Sal Khawarij qui a envoyé des jeunes en Syrie, un nana avec son copain Jean-Louis, enfin tous les trucs, les déliriums habituels, les calomnies, etc. Parce que le tribalisme joue en plein. Mais oui, c'est des diamants, nos femmes, machin, bon, voilà. Enfin, voilà. Après, chaque fois, je dois répéter les mêmes choses, c'est très fatigant. Je parle de la masse, les gens pratiquants n'entendent pas parler. C'est des gens discrets, etc. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les fêtes de mariage extravagantes, les périphes, toutes les, comment on appelle, snappeuses, instagrammeuses et autres joyeusetés qui sont là à faire les clowns à Dubaï et autres. Voilà, moi je parle de tout ça, quoi. Quand on dit, ah, vous êtes venus à l'islam pour nos femmes, non. Et la plupart de vos femmes sont pas des diamants, voilà. Sont dans le cirque, sont dans le shirk, sont dans le truc, sont dans plein de trucs qui nous plaisent pas, quoi. On dirait que parce que, je sais pas, vous n'avez pas le monopole des femmes attrayantes, je sais pas, les femmes portugaises, espagnoles, italiennes sont aussi méditerranéennes, avec les cheveux noirs, ondulés, machin. Il n'y a pas que les maghrébines qui ont le type méditerranéenne, donc il faut pas focaliser. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que c'est lugubre. Mais voilà, tout ça pour dire ça. Voilà, désolé pour les explications, mais puisqu'il faut s'expliquer, je m'explique brièvement, puis chacun en fait ce qu'il veut. Bon, cœur du sujet d'aujourd'hui, à nouveau, je reprécise, il ne s'agit pas de ma propre expérience et de ma vie privée, il s'agit de choses que j'entends, des synthèses que je fais de dizaines, de centaines de couples que j'ai pu croiser, entendre dans ma famille, dans mon entourage, dans des milliers de films, dans des débats, dans des documentaires, etc. Je synthétise ça dans une espèce de conclusion évolutive d'ailleurs, parce que parfois les choses, je me dis, tiens, c'était plus pire que ce que je croyais, c'était moins pire, c'était ceci, c'était cela. Donc, tout ça pour dire que il faut pas dire ce que tu racontes, en fait, c'est ton expérience, c'est pas la réalité. Alors, je ne dis pas que ce que je dis est la réalité, je dis que c'est une part de réalité de certaines personnes, minoritaires, majoritaires ou pas, ça dépend. Mais voilà. Donc, ici, de quoi je veux parler parce que je me mets à la place, en fait, à nouveau, des jeunes un peu idéalistes sur les questions de mariage. J'en côtoie certains qui posent des questions, etc. Vous savez, pour les histoires de couple et compagnie, bon, j'en ai parlé en long, en large et en travers. Je vais rentrer dans un domaine un peu plus précis. C'est le domaine de ce que je pourrais cataloguer ou résumer par la gestion des désillusions. On va dire ça comme ça. Il faut comprendre en fait pourquoi il y a beaucoup de couples qui divorcent ou qui s'éloignent ou qui ne s'aiment plus après, on va dire, la naissance du premier enfant ou certains le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Bon. Quand on réfléchit bien, avec logique, sans émotion, on peut très bien comprendre le phénomène. En fait, quand deux personnes se rencontrent, c'est une nouveauté. Vous voyez ? C'est nouveau. Nouveau visage, nouveau regard, nouvelles expressions, nouvelles voix, nouvelle odeur. De plus, l'un et l'autre font tout pour se montrer sous le meilleur jour. Les gens veulent se marier, les gens veulent que l'autre ne les refuse pas, donc ils font tous les efforts possibles et imaginables. Bien coiffés, bien parfumés, agréables, les mots doux, les SMS, les petits cœurs, les emojis,
Je ne vais pas vous faire la liste, vous savez, de ce qui se passe entre des gens qui veulent se marier. C'est pas toujours académique, on va pas faire les hypocrites, mais c'est comme ça que ça se passe, voilà. Et donc évidemment, on est sur une espèce de nuage, un nuage d'idéalisation, d'attirance, de désir intense, parce que voilà, le Créateur a fait les choses comme ça, c'est-à-dire pour qu'on ait envie de se rapprocher les uns des autres et de perpétuer l'espèce, il faut que on s'attire, il faut qu'on se fasse rêver, il faut que on se charme, etc. Sinon, les gens resteraient tous chez leurs parents. Ma mère fait très bien à manger, elle me fait la lessive, elle me repasse mon linge. Elle me casse un peu les pieds, mais quand même, c'est ma mère. Pourquoi je vais aller m'emmerder à aller louer un appartement, gérer une femme, etc., etc. Les gens feraient tout ça et on aurait des tanguis partout et des vieilles filles partout. Bon, comme c'est un peu le cas, attention. Il ne faut pas croire que... Bon, après, je ne sais pas comment ils gèrent. Il ne faut pas trop creuser. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai toutes ces sœurs et j'ai tous ces frères qui sont encore dans leur milieu familial à 30-35 ans. Je ne sais pas trop comment ils... Je sais pas trop l'arrière-boutique, qu'est-ce qui se passe, mais bon, bref. On va faire semblant de rien, c'est mieux. Alors, donc vous comprenez qu'on commence dans une sorte de relation un peu artificielle, en fait. On ne se montre pas sous son vrai jour, l'autre n'est pas sous son vrai jour, on ne se sent pas dans son état normal, on est rempli de désirs, on est impatient. Quoi, 6 mois pour se marier, j'en peux plus. Mais non, on dit à son père de revenir du bled, on doit organiser la fête dans 1 mois, c'est pas possible. Voilà, il y a la pression, il y a l'envie, il y a le désir, etc. Ce qui fait d'ailleurs malheureusement que quand on rend les choses trop compliquées, on se retrouve dans des dérapages, des histoires de genre ouais mais bon de toute façon on va se marier, etc. Bon, soit. N'entrons pas dans les détails parce que sinon on n'en sort plus. Et faut avoir conscience en fait de tout ça. C'est important. C'est bien que quand on n'est pas marié, on n'a pas accès, on est dans une espèce de... C'est normal, c'est biologique. On dit oui, mais bon, moi j'ai besoin, moi j'ai envie, moi j'ai un truc. C'est comme ça. Bon. Alors après, il y a le deuxième grand shoot, c'est chez ceux qui organisent des grandes fêtes de mariage très, très coûteuses. La fête, les invités, les gens, le podium, le truc, yi, les photos, les vidéos, la fiesta, toutes les copines, félicitations, Allahou Mabarak, qu'Allah vous couvre votre coupe de miséricorde. Bon, c'est dans une sorte de grande euphorie. Nous sommes allés à je sais pas où en voyage de noces. Bon, donc t'es complètement shooté en fait. T'es shooté par la nouveauté, par le désir, par le mariage, par les gens, par l'ambiance, partout. Puis, t'as l'atterrissage terrible, premier atterrissage, terrible qui est peut-être pas l'atterrissage qui est en fait les zones de turbulence. Tu rentres dans ton appartement avec ta femme et tu commences à monter tes meubles Ikea. Mais non, pas comme ça, mais je t'avais dit de l'acheter en blanc, pas en noir. Ça commence, vous voyez ? Ça commence, la vie à deux, les désirs qui s'entrechoquent, comment on dit, les caractères. Tiens, je l'avais jamais entendu crier. Tiens, je l'avais jamais entendu insulter. Tiens, je savais pas qu'elle allait me rabaisser. Premier choc, parce que tu la vois dans son état normal. C'est-à-dire, on est occupé à construire notre nid. Voilà, vous savez tout ce qui se passe, non ? Oh là là, les voisins, t'entends, font du bruit, comment on va faire si on a un enfant, il va le réveiller, enfin tous les trucs, les stress, quoi. Les stress,
qu'il peut y avoir, je sais pas, plein de choses, quoi. Je sais pas penser à tout, hein, vous voyez ce que je veux dire, les premières escarmouches de couple, on va dire. Ça commence là, en fait, les premières turbulences. Mais on est toujours sous l'effet de la drogue intense de la nouveauté et du désir inconscient de l'enfantement. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand un homme et une femme... Comment on dit ça? Quand un homme et une femme ont une espèce d'attirance et des relations sexuelles très intenses, puisque nouvelles, etc., il y a comme ça inconsciemment l'idée qui commence à tilter, il faut qu'il y ait un fruit entre nous. Il faut qu'il y ait une concrétisation de tout ce plaisir, de toute cette attirance. C'est des phénomènes inconscients. Parce que voilà, l'humain aussi, je le répète souvent dans mes audios, on subit notre biologie. On subit notre biologie. C'est comme ça qu'on est amené à faire des enfants. Et c'est voulu. C'est voulu, évidemment. C'est voulu. L'euphorie, c'est ce qui fait accepter un enfant qui va faire des nuits blanches, des couches, des machins, etc. Bref. Alors, une fois qu'une femme est enceinte, on rentre dans la deuxième zone de turbulence. C'est-à-dire que vous ne devenez plus l'objet du désir, la sanctification, l'amour ou la mise au rang très élevé commence à basculer et se dirige vers l'enfant à venir. Et mon petit, et les exercices prénatals, et il faut lui acheter des vêtements, et il faut lui arranger sa chambre. C'est-à-dire il y a une sorte de divinisation de l'enfant à venir qui devient une espèce de roi. Et à ce moment-là, le mari, il devient tout doucement, hein, c'est pas comme ça en une fois, il devient tout doucement en fait l'accompagnateur de la femme dans sa démarche de l'accueil à venir de l'enfant. Il n'est plus le chevalier, le beau, le ceci, mon prof, mon je sais pas quoi, enfin tout ça, tout ce qu'il peut y avoir. Hein. Et là, tout doucement, commence à s'installer un petit malaise. Petit malaise. Parce que, en plus du fait que l'homme s'habitue, c'est-à-dire que la femme n'a plus l'effet euphorisant du début puisqu'il s'habitue. C'est exactement comme si vous avez soif. C'est très simple à comprendre tout ça. Quand vous avez soif, faites l'expérience. La première, enfin pas la première, les 2-3 premières gorgées d'eau fraîche moi en tout cas, je sais pas pour vous, moi ça me fait l'effet de waouh, l'eau c'est vraiment la meilleure boisson au monde, c'est merveilleux quoi. L'eau extraordinaire. Bon, après il y a aussi le fait que je suis un grand amateur d'eau. Hein. Moi, j'aime beaucoup les eaux, je teste plein d'eau minérale. J'aime beaucoup l'eau, voilà. Tout le reste pour moi c'est moins bien. Je bois, je sais pas, coca, machin, je goûte, je bois un fond de verre, un demi-verre, mais ma grande boisson, c'est l'eau. J'aime beaucoup l'eau, voilà. Si vous voulez un truc privé, je vous le dis. Mais une fois que vous avez bu 2-3 gorgées d'eau et que vous avez moins soif, l'eau change de goût. L'eau change de goût, c'est-à-dire qu'elle est toujours aussi bonne, toujours la même, mais voilà, votre corps, il vous dit, c'est bon, t'as eu l'eau que t'as... C'est cruel. Moi, je dis pas tout ça en me réjouissant. Je sais que c'est cruel. Mais c'est comme ça. T'as moins soif. Tu ranges la bouteille. Voilà. T'auras de nouveau soif. Plus tard. Mais plus à ce moment-là. Bon. Donc, si tu fusionnes les deux choses, l'homme qui n'est plus dans la nouveauté, qui s'est habitué et qui commence un petit peu, pas à se lasser, mais enfin à désacraliser, plus la femme qui réoriente ses priorités vers l'enfant à venir,
dans le mot priorité, ça regroupe plein de choses, on ne va pas entrer dans les détails, le couple commence à être en danger. Mais il est toujours porté quand même par ce désir de fruits, ce désir d'être à deux, les familles, l'engagement, les espoirs d'avenir, enfin plein de choses. Bon. Puis après, et c'est là, vous allez voir, je vais vous dire une chose qu'on ne dit pas souvent. C'est là où se passe quand même pour moi une très grande injustice. Parce que l'être humain, je ne vais pas le répéter à chaque audio, nous sommes ingrats, nous sommes injustes. On réagit avec nos émotions. On ne se demande pas si ce qu'on dit ou ce qu'on fait est juste. Ce qu'on tente d'être, souvent, malheureusement. Et donc, moi ce que je trouve, mais ça concerne les non-musulmans aussi, hein, ce que je trouve être une grande injustice, c'est que, comment je peux expliquer ça? Quelque part, votre mari ou votre femme, elle a quand même prouvé, ou il a quand même prouvé certaines choses. C'est-à-dire, c'est dans les deux sens, on va me dire les hommes, les femmes, c'est dans les deux sens. Donc, je vais dire il pour simplifier, mais c'est dans les deux sens. Il vous gère au quotidien, il vous subit au quotidien, il vous aide, il vous assiste, il vous console. En gros, il vous apporte toutes sortes de choses que des gens extérieurs ne vous apportent pas. Il ou elle, hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui, normalement, a certains mérites, a une certaine valeur. Parce que ce qui est injuste, c'est quoi? C'est que dans les histoires de tromperie et de divorce et tout ce qui va avec, il y a une comparaison cruelle et totalement injuste qui est faite. C'est qu'on compare un homme ou une femme qui partage votre quotidien, les hauts, les bas, vos mauvais côtés, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et c'est pas facile de supporter un être humain. D'où le fait que beaucoup de gens sont célibataires, parce qu'ils ne veulent pas subir un autre être humain, et ils te disent, je préfère être seul que mal accompagné. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Pour plein de raisons. Mais tu as des gens qui le font. Et ce qui est très injuste chez l'être humain qui vit comme ça, suivant ses instincts basiques, c'est qu'il va comparer son mari ou sa femme à une rencontre qu'il peut faire sur le net ou je ne sais pas quoi, au travail, qui évidemment est totalement biaisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire injuste, pas équitable. Parce que d'un côté, tu as quelqu'un qui est dans la nouveauté, la fameuse nouveauté euphorisante, avec tout ce qui va avec, et les promesses, et les idéalisations. Vous savez, moi, c'est des choses que j'ai mis du temps à comprendre. Hein. Faut pas croire, c'est pas évident à comprendre, parce que surtout, c'est dans un truc un peu public comme ça, voilà, comme le net ou influenceur ou que sais-je. T'as des gens comme ça qui idéalisent, qui te disent des choses que tu veux entendre, et que peut-être quelqu'un qui partage ta vie ne te dit pas, parce qu'il connaît tous tes défauts, tes péchés, tes manquements, et que bon, pour cette personne, tu es un personnage lambda, tu n'es pas comme ça un gars, comme on peut entendre, professeur Tariq Ramadan, professeur Hassani Hussein, tu vois, pour leur femme, certainement qu'elle ne le voit pas comme ça. Elle le voit autrement. Bon. Et donc, l'être humain, il met en comparaison une relation nouvelle, basée sur rien du tout, où la personne ne t'a rien prouvé du tout. Elle n'a rien prouvé. De blabla. Ah oui, moi aussi, je pense que les Ouïghours, gna gna gna. Ah, j'ai des conversations avec cette femme au travail. Elle est profonde, elle s'intéresse à l'actualité. Moi, ma femme, elle est toujours dans le couscous et le linge. Ouais, d'accord. Mais est-ce que tu as vécu avec cette femme? Est-ce que tu vois comment elle est au quotidien?
Ah oui, tu vas chez elle, c'est le boxon, elle nettoie rien. Ah, tu veux vivre là-dedans? Parce qu'elle parle des Ouïghours, elle est intelligente. Tu vois, l'être humain, c'est un tout, hein. Et quand tu vis avec quelqu'un, c'est pas que le blabla. Il y a tout le reste. La propreté, la façon de vivre, le vocabulaire, les réactions, plein de choses. Et donc, évidemment, quand tu compares quelqu'un avec qui tu as fait un peu le tour, avec quelqu'un qui débarque, c'est très injuste. Alors, les gens, évidemment, qui suivent leurs instincts basiques, eh ben, ils ont tendance à se quitter et à recommencer avec quelqu'un de nouveau, et à se requitter et à recommencer avec quelqu'un de nouveau, parce qu'ils sont en fait à la recherche de tout le temps vivre cette période shootante de la nouveauté du début. Ce qui les freine, c'est quoi? Les gens, les familles, les enfants, Arshuma, l'argent, etc. Mais si les gens ne suivent que leurs instincts basiques sans se soucier de rien, bah, je dirais que les gens ils restent 2-3 ans ensemble et puis ils vont chaque fois avec quelqu'un d'autre, homme ou femme. C'est les principes, les valeurs, la morale, l'envie de construire des choses, la pression familiale, la pression sociale qui fait que les gens, on va dire, combattent cet instinct animal et cherchent à ne pas se quitter, à faire des médiations, à trouver des trucs et astuces pour que leur couple continue. Mais la réalité biologique, je le maintiens, j'en suis persuadé, biologique pure, c'est que les gens, une fois qu'ils ont fait le tour l'un de l'autre, ils veulent passer à quelqu'un d'autre, tout simplement. Pour des raisons de patrimoine génétique, pour des raisons psychologiques, pour des raisons sexuelles, pour des raisons émotionnelles. Nous ne le faisons pas pour des raisons autres que biologiques. Autres. Sauf si tu tombes sur une personne qui n'est jamais décevante, qui est tout le temps innovante dans l'intimité, qui est tout le temps... bon, autrement dit, c'est rare, parce que nous sommes des êtres humains, pas des anges. Et donc, fatalement, on déçoit, on se fâche, on insulte, on fait des maladresses, on blesse, on humilie, et ça dégrade les choses. Surtout chez les gens rancuniers et amers qui vivent dans le passé, dans les analyses de propos, et t'as d'autres gens qui passent l'éponge, qui vont de l'avant. Ça dépend des natures. Bon. Donc, l'objet du message était quand même de dire aux gens, faites très attention de ne pas comparer une relation dans laquelle vous devez vous battre pour qu'elle perdure, parce que vous devez aller contre vos instincts biologiques. Je dis bien biologique. On a d'autres choses en nous. On a le religieux, on a l'idéal, on a le social, on a beaucoup de choses. Mais le biologique pur, c'est ça. Et donc, ne comparez pas une relation nouvelle, fraîche, pleine d'idéalisation, de sanctification, de désir et d'attirance avec une personne qui, elle, est dans un engagement, qui vous a prouvé des choses, qui est là 7 jours sur 7 avec vous, dans les hauts et les bas, etc. C'est profondément injuste. Même si biologiquement, on peut comprendre le fonctionnement qu'il y a derrière. N'oubliez pas, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Donc, la biologie, elle existe, on ne peut pas la nier, mais elle ne doit pas être subie, elle doit être raisonnée et comprise. Sinon, on est des animaux. Et certaines personnes vivent comme des animaux. Je ne vais pas répéter ma chanson sur les adamiques et les hominidés, mais les hominidés purs vivent comme des animaux. Je travaille toute la semaine, le vendredi soir, je me saoulais la gueule pour décompresser, et le samedi, comme je suis sous, j'ai rencontré une femme dans un bar, et j'ai trompé ma femme, et je cache mon téléphone, et on est parti, quoi. Voilà. Et je me suis fait un tatouage, et je vais aller en vacances en Espagne, et ça va être super, il y a des cocktails, il y a des buffets à volonté, et je vais mettre un pot à Krapovic sur ma voiture, ça va faire vroom vroom boum boum, et puis voilà, les hominidés, ils sont tout autour de vous, ils vivent comme ça. C'est simple, hein. Ils vont aux toilettes, se lavent pas à l'eau,
Ah, si je veux avoir des relations, je mets un peu de parfum, un peu de déo. Quand je vais en boîte, voilà, c'est des gens tout juste à la frontière, humain, animal. Je le dis sans orgueil, sans arrogance, c'est la réalité. C'est la réalité de beaucoup, beaucoup de gens qui vous entourent. Des gens très basiques, très, très basiques. Vous me dites, ah ouais, mais c'est les koufars, c'est les mécréants. Oui, mais bon. Vous savez, je ne vais pas citer des noms, mais quand je vois des chaînes YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés, pour suivre, en fait, voilà, un certain Isma et sa brigade. Salut, que ça va, la famille, salam alaikum. Bon. Et c'est quoi, en fait, le message on va bouffer dans des snacks. Ah, là-bas, le burger était très juteux. Ah, là-bas, le ketchup était génial. Eh, les gars, la semaine prochaine, on va avec la brigade goûter les kebabs de chez truc. Ça parle que de bouffe, du début à la fin. Ça a des milliers d'abonnés. Et tout le monde trouve ça génial. Moi, je peux pas avoir ça 10 minutes. Ah oui. Ah, c'est bon, le kebab. Ah, d'accord, ok. Ils sont là avec des milliers de vidéos. Voilà, je comprends. Voilà, c'est ce que je vous dise, moi, c'est... Je sais pas quoi dire, moi, face à ça, tu vois. Je comprends pas pourquoi les gens regardent, pourquoi les gens le font, pourquoi les gens ceci. Ou il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle, un snapper, j'ai découvert ça hier. Naspaz ou Nasdaz, je sais plus son nom, sur Snap. Ah, ce qui paraît, il est millionnaire. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il fait c'est algérien. Ah, ben il filme son quartier, il y a plein de gitans, et on voit la vie dans le quartier, machin, les petits qui fument des clopes, les gitans qui envoient pas leurs enfants à l'école. Hein, les gens, je dis, regarde quoi? Ah, ben ils regardent la vie du quartier. Ah, d'accord. Voilà, millions d'abonnés, millions de vues. Génial, super, Snapchat lui paye des millions. Ah ben d'accord. Qu'est-ce que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et voilà. L'humain, dans sa vaste majorité, c'est un être basique qui est mobilisé par ses bas instincts sexuels ou... Je veux dire, regardez autour de vous, pas besoin que je le dise, hein. Les centres d'intérêt de la plupart des gens autour de vous, c'est quoi? Les femmes, les voitures de sport, le foot, le PSG, le machin, l'OM, le Jazairi, nos Moudjahidines du ballon, etc. Le sexe, je sais pas moi. Et puis voilà quoi. C'est ça leur vie, hein. Et le reste, c'est pour décorer. Ah, j'étais à la mosquée. Bon. Ça n'a pas d'empreinte sur eux, en fait. C'est un truc culturel, quoi. C'est-à-dire, ils vont à la mosquée, et quand ils y rentrent, ils parlent foot. Quand ils en sortent, ils parlent foot. Et... Puis voilà, quoi. On va se faire un kebab. Ouais, je vais en vacances au bled. Ça va être trop fun. La plage, Béjaïa. Enfin, voilà, quoi. Ça tourne autour de choses très basiques. Et donc, voilà, évidemment, ça c'est des gens, s'ils écoutent tout ce que je raconte ici, qui est ce type, il est malade, il se casse la tête, vraiment, il philosophe. C'est quoi ça, l'islam, c'est simple, halal, haram, truc. Ouais, c'est converti, ils veulent toujours en rajouter. Tu vas entendre des trucs comme ça. Parce qu'ils comprennent pas, en fait, simplement. Ils comprennent rien. Ils sont empêtrés dans leur nature. Et moi, je le dis pas, les gens pourraient dire, ah, t'es orgueilleux. Non, non, moi, je souffre, je l'ai déjà dit, je souffre terriblement de pas être un animal. C'est terrible. C'est terrible parce que t'es seul, c'est parce que t'es incompris, parce que tu dois toujours t'expliquer, parce que les animaux te jugent suivant leur prisme de lecture. Alors, ils croient que t'es comme eux. Ah, tu fais ça parce que t'as tel plan. Ah, tu dis ça parce que tu veux ça. Ah, mais en fait, l'islam, c'est parce que tu veux nos femmes. Tu vois, t'as affaire toujours à des trucs comme ça. C'est très fatigant. C'est très pompant en énergie. Faut pas croire que c'est la joie d'être adamique. Hein. Tous ceux qui le sont parmi vous le savent. Tu le payes cher. Hein. Dans ta famille, dans ton couple, dans ton entourage, dans tes enfants, dans ton travail.
Tu payes, hein, tu payes. Hein. T'es seul, on te comprend pas, on te prend pour un con, on te prend pour un imbécile, un fragile, comme ils disent. Hein. Ouais, tu coupes les cheveux en quatre, machin, chez nous. Bon, enfin, voilà, tu t'es jugé, t'es rabaissé. C'est dur. Mais tu peux pas échapper à ta nature. Tu es ce que tu es. Tu es ce que tu es, donc c'est l'épreuve qu'Allah il a assignée aux gens qui sont comme ça, c'est de devoir gérer une vie au milieu de gens qui sont pas comme eux. Voilà. C'est pas une faveur, c'est pas une joie. Hein. Les gens croient, t'es adamique, tu crois que t'es qui? Non. J'aimerais bien, franchement, si j'avais le choix, j'aimerais bien vivre cette vie sans l'être. C'est très difficile. D'où je dis souvent, là, pour une fois, ça me concerne maintenant. Je vais préciser quand ça me concerne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, tu parles de toi. Je dis là où ça me concerne, c'est vrai que moi, je suis tellement fatigué par les rapports humains, sauf exception, que je préfère me retrouver avec des animaux, dans la nature. Je préfère. Parce que la fréquentation de la majorité des êtres humains m'est nocive, mais fatigante, mais décevante. Parce que voilà, la majorité des êtres humains ne réagissent pas comme moi, ne raisonnent pas comme moi, ne comprennent pas les choses de la façon que moi je les comprends. Je dis pas que c'est la bonne, je dis pas que c'est super, je dis juste que voilà, c'est les faits. Et c'est pas facile et c'est fatigant. Et à la longue, parce que j'ai plus 20 ans, c'est très fatigant. Voilà. Bon, tout ça pour dire, et je vais conclure là-dessus, que essayez de comprendre tous ces mécanismes. La nouveauté, l'arrivée d'un enfant, le couple, le temps, la routine, les illusions d'une nouvelle ou d'un nouveau qui arrive tout frais et qui ont l'air d'être, mais qui au final seront ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains, avec des bons côtés, des mauvais côtés, des aspects positifs, négatifs. Il faut arrêter d'idéaliser, de sanctifier, de croire qu'il existe quelque part sur cette terre une âme sœur qui va jamais vous humilier, qui va jamais vous blesser, qui va toujours vous comprendre, avec qui ça sera toujours agréable les relations intimes, qu'il n'y aura jamais de bosse, qu'il n'y aura jamais de cris, qu'il n'y aura jamais d'insultes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes sur la terre des épreuves. Nous ne sommes pas au paradis et nous ne sommes pas des anges. Donc il faut affronter votre situation qui est décevante. Pourquoi elle est décevante? Parce que vous l'avez idéalisée. Si à la base vous étiez prévenu de tout ça, c'est ce que j'essaie de faire, vous la vivriez avec un choc moins fort. Si quelqu'un il a bien écouté cet audio et que sa femme tombe enceinte et qu'il voit qu'elle s'éloigne un peu de lui, qu'elle n'est plus la même, qu'elle lui fait moins de compliments, il va dire « Ah, je me rappelle, ouais, Abou il avait prévenu. Bon, c'est normal. On a décidé d'avoir un enfant. Ouais, tu vois, bon, ça va passer, je suis là pour l'aider, on n'est pas au paradis, on doit un petit peu subir, on doit prendre sur nous. Tu vois? C'est ça le but. C'est que le choc soit amorti par la connaissance. Si t'as pas la connaissance, tu prends le choc en pleine tête, et comme les gens qui comprennent rien, ouais, ma femme, elle me casse les pieds, moi je vais aller avec mes potes boire du foot, c'est bon, je vais aller au salon de thé, voir le Barcelone-Madrid, parce que ma femme, elle me casse les pieds, et puis, leur femme devient une ennemie. Et il se casse 6 mois au bled pour plus la voir, et il a une femme cachée là-bas. On connaît tous la chanson, hein. Donc voilà, moi je suis pour que les gens comprennent ce qui leur arrive, essayent de sauver leur peau, ne perdent pas trop de temps en illusions et en fausses pistes, et essayent de gérer au mieux. Puis de toute façon, même quand on est prévenu, c'est pas facile. Mais c'est mieux que de ne pas être prévenu. Tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.